Merci, merci infiniment pour votre invitation. Mon épouse et moi-même, nous sommes toujours très contents de retrouver la communauté en province ou à Paris. Et en plus, vous avez eu le nez sur la date, parce qu'on est vraiment dans une période, là, j'allais presque dire de quelques jours, qui est tout à fait exceptionnelle. On a à la fois les élections européennes, la dissolution, un certain nombre d'actes comme ce qui s'est passé à Eurosatory par exemple, et tout ça vient cristalliser et de façon pour certains angoissante, à des degrés divers, pour d'autres pas trop. Ça dépend du tempérament, j'allais dire, des uns et des autres. Voilà. Alors, peut-être ce qu'on peut faire, c'est regarder un petit peu la situation en Israël, et puis regarder la situation ici, et puis toutes les questions que vous voulez, sauf une, il ne faut pas me poser. Qu'est-ce qu'il faut voter? Non, c'est quoi la bonne nouvelle? Ça faut demander au rabbin. C'est ça. Oui. Très rapidement, la situation en Israël, parce qu'en fait vous la connaissez tous très bien, je m'en rends compte à chaque fois. Donc, reprenons les choses essentielles et essayons de voir ce qui va se passer, disons, à 6 mois d'ici. Au-delà, c'est de la boule de cristal. Hein. Bon. La guerre va continuer. Elle va continuer pendant un bon bout de temps, et au moins jusqu'à la fin de l'année, pour une raison très simple, c'est que les deux protagonistes ont envie qu'elle continue. Des deux côtés, c'est-à-dire Netanyahou et le Hamas. Et pourquoi est-ce que les deux souhaitent que la guerre continue? Parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. C'est aussi simple que ça. Et comme ils sont très peu sensibles tous les deux aux pressions extérieures, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et quand je dis qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, il faut rappeler très rapidement leurs objectifs. Netanyahou a 3 objectifs officiels. Détruire le Hamas le plus possible, ça c'est la clé, pourrait-on dire. Récupérer les otages et faire en sorte que Gaza ne soit plus un territoire hostile une fois la guerre terminée. Ça, c'est les annonces officielles. Il a 2 objectifs, on va dire 2 plus 1, 2 objectifs non officiels. Le premier, c'est de refaire une dissuasion vis-à-vis, par exemple, du Hezbollah ou d'autres acteurs, c'est-à-dire dissuader ces acteurs de ne pas faire ce que le Hamas a fait. Donc la dissuasion vis-à-vis du Hezbollah, c'est vous pouvez toujours nous envoyer des missiles, mais le premier qui met le pied en Israël, comme le Hamas l'a fait, gare, parce que là, on transforme les territoires du Hezbollah en nouveau Gaza. Ça, c'est de la dissuasion. Voilà. Et le deuxième objectif, c'est ce qui correspond à son agenda personnel. Alors on dit souvent, son agenda, il essaye de rester Premier ministre et de maintenir la guerre pour éviter les 3 procès, ou 3 plus 1, qu'il a actuellement. Ce n'est pas sa raison principale. Sa raison principale, c'est sa relation avec Joe Biden. En fait, le problème, c'est qu'il s'entend très mal avec Biden et qu'il a envie que Trump revienne aux élections du 5 novembre prochain. Donc, il ne veut pas faire le cadeau de la paix à Joe Biden, parce que Biden pourra dire à ce moment-là, dans la campagne électorale américaine, c'est moi qui ai fait la paix au Proche-Orient. Et Netanyahou ne veut pas ça. Il n'aime pas du tout Biden et les démocrates. Donc, son idée, c'est de maintenir la guerre au moins jusqu'au 5 novembre prochain. Et si la guerre a pour lui
j'allais dire, le malheur de s'arrêter à Gaza, parce que Sinoir serait bombardé un jour ou quelque chose comme ça, il va continuer la guerre au Liban. Et plus la guerre à Gaza va baisser d'intensité, plus l'arrivée de la guerre au Liban devient très probable. Après, si vous voulez mon avis personnel, Israël part en guerre au Liban dans 1 mois à peu près. Alors évidemment, avec de vraies raisons de sécurité par rapport au nord et sur le fait que 80 000 déplacés à l'intérieur d'Israël vers le sud, c'est insupportable, avec les conséquences économiques, psychologiques. Enfin, il y a des vraies raisons pour partir en guerre contre le Hezbollah au nord. Mais je pense que ça va arriver très vite. Donc voilà, les objectifs de Netanyahou, ils ne sont pas remplis. Le Hamas est détruit sans doute aux 2 tiers. Les otages, disons, les 2 tiers aussi, enfin la moitié et les 2 tiers. Et donc, voilà, c'est pas terminé, quoi. Donc il faut continuer pour lui. Et, alors, petite incise, il y a un débat en Israël pour savoir qu'est-ce qui est prioritaire, la libération des otages ou la destruction du Hamas. Question très difficile tactiquement, puisque si vous voulez libérer les otages, vous devez négocier. Si vous négociez, ça veut dire que vous ne détruisez pas le Hamas, mais si vous détruisez le Hamas, au contraire, vous avez peu de chances de récupérer vos otages. Donc, c'est une espèce de corner très difficile. Mais il s'est passé quelque chose avec la libération des 4 otages par Tsahal. Magnifique opération militaire, mais surtout magnifique opération symbolique. Il est possible de détruire le Hamas et de libérer les otages en même temps. Alors qu'avant, c'était le Hamas ou les otages. Là, dans cette opération, c'est le Hamas et les otages. Donc, ça donne d'un coup une bouffée d'oxygène politique à Netanyahou. Et accessoirement, ça fait sortir Gantz du jeu à contre-temps, puisqu'il démissionne le lendemain de la libération des 4 otages. Donc, voilà. Ça, après, c'est de la politique intérieure, ils se débrouillent entre eux. Voilà. Donc ça, c'est la partie objectif côté Netanyahou. Non, objectif côté Hamas. Là aussi, ils ne sont pas encore arrivés au bout. C'est quoi l'objectif du Hamas? Là aussi, vous avez 3 objectifs. Le premier, c'était évidemment de rentrer en Israël et de faire le maximum de morts. Pourquoi? Parce qu'il fallait casser la fonction, une des fonctions symboliques essentielles d'Israël, c'est que justement Israël a été créé, entre autres, pour que ce qui est arrivé le 7 octobre ne puisse pas arriver. Donc là, le Hamas a brisé cette dimension symbolique-là. Après, sur le deuxième objectif était de prendre un maximum d'otages de façon à pouvoir les échanger contre des prisonniers palestiniens. Alors évidemment, avec toujours cette idée qu'un otage israélien, ça vaut entre 100 et 1000 prisonniers palestiniens. Curieuse conception de la valeur des hommes. Et au bout du compte, l'opération ne s'est faite que très partiellement l'an dernier, à la fin de l'an dernier. Et là, à chaque fois, ça échoue. Ce système de trêve et d'échange, et à mon avis, ça va continuer à échouer. Pourquoi? Parce que Netanyahou ne peut pas admettre, même pour la libération d'otages, que le Hamas puisse dire à un moment ou à un autre, on a gagné quelque chose. Et le Hamas, s'il y a une opération d'échange prisonniers contre otages, va dire évidemment on a gagné, et il va se faire mousser dans le monde arabe et auprès des Palestiniens pour dire c'est moi qui suis capable de faire ça et personne d'autre. D'où le troisième objectif qui est d'être à la table des négociations le jour d'après, c'est-à-dire d'être au centre du jeu le jour d'après. Et là aussi, objectif pas réussi, parce que, vu ce qui a été fait le 7 octobre, il est inadmissible pour les Israéliens
que le Hamas soit à proximité d'Israël dans les mois et les années qui viennent. Que les chefs aillent se promener au Qatar ou ailleurs, peut-être, mais avoir le Hamas encore et toujours à proximité d'Israël paraît aujourd'hui impossible. Il y a un consensus très fort en Israël contre ça. Donc, là aussi, le Hamas voit ses objectifs à moitié réussis. Donc, Sinwar continue. Parce que son objectif politique essentiel à travers ce type d'opération, c'était de déclencher ce qui s'était passé avec Daesh, c'est-à-dire tuer le plus possible de gens et avoir une réaction très forte d'Israël en retour qui décrédibiliserait Israël sur la scène mondiale. Donc, provoquer un maximum de morts palestiniens en retour de la part d'Israël, c'est-à-dire faire tomber Israël dans le piège bien connu de Machiavel, c'est-à-dire la réplique de masse qui, pour le cas d'Israël, et c'est un cas quasiment unique dans le monde, entraîne une réprobation du monde sur ce que fait Israël, plus forte que ce qu'a fait le Hamas. C'est-à-dire que celui qui est tombé dans le piège, c'est-à-dire Israël, est plus attaqué à l'international que celui qui a tendu le piège. Là, on est quand même dans un cas unique. Il n'y a que Israël qui est dans cette situation. Donc, aujourd'hui, cette dimension-là du Hamas, de l'action politique du Hamas, c'est-à-dire chercher, comme l'avait fait Daesh à l'époque, une réplique israélienne suffisamment forte, c'est-à-dire avec suffisamment de morts palestiniens, pour avoir une réprobation mondiale comme jamais il y en a eu, et une remontée conséquente de l'antisémitisme, cet objectif du Hamas a plus ou moins été atteint. Mais Sinwar continue de dire qu'il en faut encore plus, et qu'il faut encore plus de morts palestiniens pour être sûr que le monde entier se lèvera contre Israël. Donc, voilà où on en est. Là-dessus, il faut bien voir que la durée de la guerre change un peu les choses et permet de voir où est la souffrance, j'allais dire des deux côtés, où sont les traumatismes. Du côté israélien, vous avez 3 traumatismes aujourd'hui dans la société israélienne. Le premier, c'est justement ce que j'ai dit sur la fin du mythe de l'invincibilité d'Israël. En gros, ce qui est venu après, chez nos amis, les gens qui téléphonaient, c'est on n'a plus d'endroit sûr pour nous. Donc il y avait ce réflexe-là de dire même Israël n'est plus sûr. Ça, c'est un vrai traumatisme. Même si je pense que dans le temps, il va pouvoir se passer, avec un travail psychologique certes très fort, mais passer, parce que si on regarde un peu cyniquement, un peu froidement la situation, justement, ce qui s'est passé montre que Israël n'a pas été touché en tant que pays au-delà, j'allais dire, des 1300 morts. C'est-à-dire que le Hamas a essayé de détruire le plus possible, et bien justement, il est allé chatouiller le lion s'est réveillé, et c'est le Hamas qui s'en prend plein la tête. Donc, en fait, la menace est existentielle, mais ce que montre cette affaire, c'est que le risque existentiel venu du Hamas, finalement non, ils peuvent toujours essayer ce qu'ils veulent. Israël est debout avec seulement, au terme militaire, au sens militaire, seulement 1200 morts. Ce qui est insupportable psychologiquement, mais ce qui militairement est en fait une vraie réaffirmation de la puissance d'Israël vis-à-vis du Hamas. Donc, ce traumatisme passera. Ça va dépendre de la guerre avec le Hezbollah et de la guerre avec l'Iran. On va y venir. Voilà. Le deuxième traumatisme, peut-être le plus dur à faire passer, à mon avis, il faudra très longtemps, c'est le côté insupportable de la jouissance des terroristes. C'est ce Hamas qui se filme, et vous avez des gens qui sont en pleine jouissance de tuer des juifs et de les tuer de cette façon-là.
c'est-à-dire de cette façon aussi barbare, se filmant et tout. Donc une espèce d'exercice narcissique qui, lorsqu'on regarde les images, est réellement traumatisant. C'est une des raisons pour lesquelles Israël ne montre pas trop les images du 7 octobre. Parce que, évidemment, il pourrait les montrer dans le cadre d'une communication extérieure pour convaincre le monde entier qu'il a subi un vrai massacre, le premier, le plus grand antisémite depuis la guerre, etc. Mais s'il le montre, en fait, il redonne des images aux Israéliens de leur propre traumatisme. Et puis, on n'est pas sûr de le faire sur les islamistes, parce qu'il y en a que ça peut érotiser de voir les images du massacre. Et donc, prudemment, Israël ne montre plus les images. Mais en même temps, conséquence, il perd la guerre des images, puisque le Moloch médiatique mondial a besoin d'images tous les jours. Et il n'a que les images de Gaza, puisque Israël ne peut pas montrer les images du 7 octobre. Donc, il y a un piège là aussi, qui est le piège des médias d'aujourd'hui, de l'information continue. Donc là, ça c'est un vrai traumatisme. Et ceux qui n'ont pas vu les images, les imaginent. Donc le traumatisme, il dure en réalité de la même façon. On pourra revenir sur ce que cela entraîne après comme comportement collectif, mais en gros, on peut estimer aujourd'hui qu'en Israël, entre 1 million et 2 millions de personnes, sur les 9 millions d'Israéliens, a besoin d'une assistance de nature psychologique, d'une façon ou d'une autre. Vous avez entre 1 million et 2 millions de personnes qu'on peut estimer réellement profondément traumatisées. Et ça va prendre du temps, parce que soigner ça, c'est pas facile. Le troisième traumatisme, c'est en fait ce qui s'est passé après le 7 octobre et quasiment dès le 8 octobre. C'est les Israéliens, Start-up Nation triomphant, découvrant que le monde entier les déteste. C'est-à-dire là, cette explosion de l'antisémitisme dans le monde, cette explosion de réactions contraires à Israël dans toutes les instances, y compris les Nations Unies, y compris dans tout ce qui devrait être neutre. Pas du tout. C'est un déchaînement contre Israël, et ça aussi c'est traumatisant. C'est-à-dire, même si les politiques me disent oui, bah, ça a toujours été le cas, de toute façon personne ne nous aime, enfin, etc. Et donc on va continuer. Non, c'est bien plus que ça. Vous avez une attaque contre Israël le 7, le 8, il y a un déchaînement contre Israël. Il y a de quoi, réfléchir sur soi-même, si on peut dire. Donc voilà, ça c'est les traumatismes côté israélien. Côté palestinien, vous avez deux traumatismes majeurs. Le premier, c'est évidemment ce que les Gazaouis ont pris sur la figure. C'est-à-dire que quand vous voyez les images, et telles qu'on me les raconte aussi, c'est devenu une population de zombies errant dans Gaza, dans des souffrances terribles, de ce qu'ils ont reçu sur la figure. Et vous avez un deuxième traumatisme qui est la prise de conscience, y compris dans la jeune génération, que la situation est très liée au Hamas et aux pays arabes. C'est-à-dire cette découverte, parce que vous devez voir que la moitié de la population de Gaza a moins de 20 ans. La moitié des Palestiniens en général a moins de 25 ans. Mais la moitié de Gaza a moins de 20 ans. Quand vous bombardez Gaza, vous bombardez un jardin d'enfants. C'est obligé, pourrait-on dire. Et le traumatisme vient de la conscience du fait que si ils en sont là, c'est aussi à cause du Hamas, des chefs palestiniens et des pays arabes. Et ça, pour les jeunes, c'est très compliqué. Donc voilà, ça souffre de partout, et il ne faut jamais oublier cette dimension humaine. En Israël, comment est-ce qu'on fait pour imaginer ou supporter ce qui se passe à Gaza? C'est intéressant le phénomène. Parce que le judaïsme a évidemment quelque chose à voir de très fort avec la justice. Et on sent bien là, dans cette affaire, qu'il y a quelque chose d'injuste. Alors comment est-ce qu'on s'en sort? Autour de l'ambassade et des gens que l'on voit à l'ambassade, la première façon de s'en sortir, c'est de dire, au regard de ce qu'ils nous ont fait, je n'ai pas de compassion pour eux, je ne peux pas en avoir.
en gros, ils ont rempli mon réservoir d'émotions. Et donc, c'est pas qu'ils aillent se faire voir. Ils ne sont pas dans le déni. La communauté franco-israélienne là-bas n'est pas dans le déni. On sait, grosso modo, ce qui se passe à Gaza. Mais le système de compassion et d'empathie est bloqué au regard de ce que le Hamas a fait contre Israël, contre les Juifs. La deuxième manière de s'en sortir, elle est beaucoup celle, je dirais, de Bernard-Henri Lévy dans Solitude d'Israël. C'est, en fait, je peux supporter ça parce que j'ai la pleine conscience que c'est la faute du Hamas. Que tout ça, c'est la faute du Hamas. Et que donc la réplique d'Israël, elle a le droit de se défendre, etc. On voit bien tout le langage. Et donc, voilà, c'est le Hamas qui n'a jamais fait que le malheur des Palestiniens de Gaza. Eh bien, il va au bout de sa logique, et ce que l'on peut en attendre, c'est une révolte des Gazaouis eux-mêmes contre le Hamas. Deuxième manière de s'en sortir. La troisième manière de s'en sortir, c'est plutôt celle que j'utilise, c'est de passer de la question morale à la question éthique. Ce qui se passe à Gaza n'est pas acceptable sur le plan moral. En revanche, je pense que c'est acceptable sur le plan éthique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on passe de l'un à l'autre? Ça prendrait du temps d'expliquer le passage de la morale à l'éthique en géopolitique. Je vous donne juste un exemple. C'est celui de Churchill, qui, après les bombardements de Nagasaki et de Hiroshima et de Nagasaki, c'est-à-dire 2 fois 100 000 morts, pour aller vite, donc 200 000 morts en 2 jours, dit c'est totalement immoral. Qu'est-ce que c'est que cette conception de l'homme qui nous permet de tuer 100 000 personnes en une journée? En revanche, ce n'est pas défendable sur le plan moral. En revanche, c'est très défendable sur le plan éthique si, en ayant tué 200 000 personnes comme ça en 2 jours, on a évité 1 million de morts supplémentaires parce que ça a arrêté la guerre. Et cet argument éthique est compliqué à manipuler. Il peut se retrouver dans l'affaire de Gaza. C'est difficile à dire comme ça, mais à titre personnel, moi, si on me dit il y a 30 000, 40 000, voire 50 000 morts à Gaza, mais que j'ai la certitude que contre soi, le Hamas a été éradiqué, eh bien, je ne suis pas contre. C'est compliqué. C'est compliqué, hein, bien entendu. En plus, évidemment, une des difficultés, c'est qu'on n'est jamais sûr de est-ce que le Hamas est éradiqué, bien entendu, parce qu'on ne tue pas une idéologie à coups de canon. Mais vous voyez comment, voilà, j'arrive, moi, à m'en sortir. Mais évidemment, ça me fait dire qu'il faut que Netanyahou aille jusqu'au bout, entre guillemets, mais encore faut-il savoir c'est quoi le bout. Et c'est là la difficulté, bien entendu. Donc, voilà à peu près comment on peut s'en sortir, si je puis. Alors, après, c'est quoi la suite? Parce que c'est quand même ça l'essentiel. J'ai dit la guerre va durer, au moins jusqu'au 5 novembre, donc sans doute jusqu'au 21 janvier, l'investiture, si, et surtout, Trump gagne les élections. Si Biden gagne les élections, on est dans un autre schéma, parce que Biden fera pression sur Israël pour que ça s'arrête, étant entendu que on commence à voir des éléments de pression sur la quantité d'armes livrées, le type d'armes livrées, etc. Alors, les Israéliens hurlent en disant comment osez-vous même mettre dans la balance la livraison d'armes pour que Israël puisse se défendre, etc. N'empêche que Biden, aujourd'hui, il a aussi une élection présidentielle et il est obligé de ménager la chèvre et le chou, bien entendu, comme tout compromis politique qui se respecte. On verra bien qui sortira vainqueur des urnes américaines. Mais ça va être totalement déterminant pour la suite. Le deuxième élément déterminant, c'est qu'il n'est pas sûr qu'il y ait un jour d'après, avec une date, avec la guerre s'arrête, etc. Ça peut continuer à bas bruit différemment pendant longtemps. Et la manière dont la guerre sera menée, même à des niveaux d'intensité plus bas, personne ne sait aujourd'hui comment ça peut se terminer. La fin, ce n'est pas un traité avec
on remet les compteurs à zéro, sûrement pas. Admettons cependant que la guerre s'arrête, voilà, disons fin d'année ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe? On est dans une tentative, pour certains, de construction de la paix. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Il est clair que des deux côtés, l'envie d'avoir la paix, plutôt qu'un conflit permanent, est peut-être celle de 2/3 de la population, mais pas de l'entièreté de la population. Parce qu'il faut voir qu'est-ce que coûte la paix. Il y en a qui ne veulent pas la paix parce qu'ils ne veulent pas payer le prix de cela. Donc, concrètement, la question centrale, c'est celle d'un État palestinien. La question subsidiaire, mais fondamentale évidemment, aussi, mais subsidiaire, c'est la sécurité d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'on met en premier? Alors, sur la question de l'État palestinien, on voit aujourd'hui la pression monter partout dans le monde pour cela. Est-ce que ça peut se faire à ce stade? Je ne crois pas. Et évidemment, je suis de ceux qui considèrent que c'est trop tôt pour un pays comme la France pour reconnaître un État palestinien. De toute façon, tant que les Américains sont là, pourrait-on dire, il n'y a pas d'État palestinien. Je rappelle que pour avoir un État palestinien, il faut une recommandation du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale des Nations unies, puis un vote de l'Assemblée générale. Le vote de l'Assemblée générale, il est acquis, il a même eu lieu il n'y a pas si longtemps. Sauf qu'il n'y avait pas avant la recommandation du Conseil de sécurité proposée par l'Algérie, bloquée par les États-Unis. Tant que les États-Unis sont là, ils ne voteront pas, donc ils bloqueront le droit de veto au Conseil de sécurité, la recommandation à l'Assemblée générale pour avoir un État palestinien. Donc je ne suis pas inquiet de ce point de vue-là sur la réalité. Mais la pression, elle, augmente. Et si on n'en veut pas, il faut dire pourquoi. Alors, je pense qu'on ne peut pas avoir un État palestinien tant qu'on n'aura pas réglé un certain nombre de problèmes. Le premier problème, le plus important, avant même, je dirais, le tracé des frontières ou quoi que ce soit, c'est la question de savoir qu'est-ce que le peuple palestinien et qu'est-ce qu'il souhaite pour lui-même et pour les autres. C'est quoi le peuple palestinien? En réalité, nous savons tous que jusqu'à 63-64, il n'y a pas de peuple palestinien constitué en tant que tel. Il y a des tribus, des clans, des familles, mais pas de peuple, même si les gens sont nés là, bien entendu. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive que... Non. C'est un rhumatologue. C'est un rhumatologue. Alors, si je fatigue vraiment. Après, non, mais ça perd de l'énergie si je m'assois. Merci en tout cas, c'est vraiment gentil. Donc, qu'est-ce qui se passe? Yasser Arafat, en 63-64, décide de faire de cet ensemble hétérogène et hétéroclite d'ailleurs, de clans, de tribus, de familles, un peuple palestinien. Et pour ça, il faut les regrouper ensemble. Et il va commettre une erreur stratégique majeure, mais évidente, pourrait-on dire, c'est que ce qui va faire la cohésion du peuple, c'est de lui désigner l'ennemi. Et autour de cette désignation de l'ennemi, tout le monde va se regrouper. Et l'ennemi, c'est Israël, et l'objectif, c'est de récupérer la terre d'Israël, de l'Israël de 67. Sauf que, et le drame d'aujourd'hui, il a perdu. Et les Palestiniens ont perdu cette guerre-là. La guerre qui a été constitutive de ce qui a fait d'eux le début d'un peuple. Pas de chance, ils ont essayé. Et tous les théoriciens de la guerre peuvent vous expliquer que vous pouvez regrouper toutes les populations que vous voulez
autour de l'ennemi commun, mais que c'est le drame si vous ne battez pas cet ennemi commun, parce que qu'est-ce qui vous reste pour faire cohésion? Et c'est ce qui s'est passé. Si vous avez besoin de théorie sur le sujet, je vous recommande ce que Ho Chi Minh a écrit sur le Viet Cong. Les Palestiniens ont perdu. Ça ne marche pas. Ils n'ont pas récupéré la terre d'Israël. Il ne faut pas s'en inquiéter outre mesure. Je vois beaucoup de personnes de la communauté juive qui ont peur. Israël va disparaître. Non, Israël ressort plus fort de chaque épreuve. Donc, il ne faut pas le prendre à l'envers. Il ne faut pas la faire à l'envers, comme disent les jeunes. Okay. Bon, donc, qu'est-ce qu'il leur reste? Pas grand-chose dans cette cohésion. Et donc, les voilà partis dans qu'est-ce qui peut faire peuple de façon positive et non pas négative contre Israël. C'est compliqué parce qu'ils n'ont pas de passé culturel commun, etc. Ce sont des Arabes qui vivaient là. Il n'y a pas réellement de caractère palestinien qui les unit jusqu'à une période récente. Et donc, ils vont faire quelque chose d'assez étonnant. Ils vont regarder qui on peut imiter pour devenir un peuple, donc un pays. Alors, ils se rendent compte très vite qu'ils ne peuvent pas imiter l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Les histoires sont trop différentes. Ils ne peuvent pas imiter l'Arabie Saoudite, le Golfe, etc. C'est quoi alors le rôle modèle? Le modèle à imiter? C'est les Juifs. C'est les Juifs. Ils vont donc essayer de construire un peuple palestinien, donc à terme un État, en mimétisme du peuple juif. Sauf qu'ils n'ont pas le temps, il va falloir le faire de façon très rapide et de façon moins intense. Alors ils commencent par une première chose qui est totalement faux historiquement. Ils vont dire on est des réfugiés. C'est la première étape du Yishuv, enfin du deuxième Yishuv, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés fuyant le nazisme dans les années 30, et puis les réfugiés de Russie, enfin de l'Union soviétique, puis de la Russie. Et donc, le narratif doit dire, quoi qu'il arrive, on est des réfugiés. Les types sont chez eux, entre guillemets, c'est-à-dire sur le territoire qu'ils revendiquent, disent qu'ils sont réfugiés, et l'ONU va, sous la pression de tous les pays arabes, inventer un statut de réfugié qui est transmissible par la filiation. Vous allez être réfugié à la 5e génération, quand bien même vous vivez à Londres, à Tunis ou à Genève, depuis 3 générations. Vous n'avez plus rien à voir avec le statut de réfugié, mais la diaspora palestinienne, extrêmement brillante au demeurant et souvent assez riche, va se considérer toujours aujourd'hui comme réfugié. Donc ça, c'est important pour le premier narratif. Le deuxième narratif pour les Juifs a été de dire nous avons toujours été enfermés, etc. C'est la question du ghetto. Et donc, dans leur narratif, il faut qu'il y ait un ghetto palestinien. Et donc, nous, on dit Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. Les Palestiniens disent c'est un ghetto. Et comme ça, de façon mimétique, ils ont le statut de réfugiés et ils ont un ghetto. Et évidemment, les pays arabes les suivent et les bloquent dans le ghetto. Parce que ce qui fait ghetto essentiellement aujourd'hui, c'est le fait que les Palestiniens ne peuvent pas sortir, même pour aller dans un autre pays arabe. Personne ne veut d'eux. Et alors, or, Liban, Syrie, enfin on connaît le Jordanie, c'est ceux du début. Mais maintenant, ils ne peuvent plus sortir, parce que les Arabes n'en veulent pas. Et pour justifier qu'ils n'en veulent pas, ils inventent eux aussi un narratif qui permet d'augmenter cette dimension-là, qui est de dire, mais pourquoi voulez-vous qu'ils s'en aillent, puisqu'ils sont chez eux? Évidemment, on les coince en disant, ils sont chez eux, donc ils ne sont plus réfugiés. Ah ben si, ils sont réfugiés, mais chez eux. D'accord, donc le truc ne tient pas la route 3 minutes, mais c'est pas grave. On raconte des histoires. Il faut inventer ça. Et alors le troisième élément le plus terrible, aujourd'hui dans le narratif palestinien, c'est qu'il leur faut un génocide. Pour ressembler complètement aux Juifs, il leur faut un génocide dans le récit. Eh bien, ils vont nous l'inventer, avec l'appui d'un certain nombre de pays qui marchent soit comme des idiots ahistoriques, soit par vraie volonté de les aider.
Et nous voilà avec Israël commet un génocide. Je suis personnellement convaincu qu'au bout du compte, ça va prendre 4-5 ans, la Cour internationale de justice va dire qu'il n'y aura pas de génocide, il n'y a pas eu de génocide, mais c'est un autre sujet. On s'en fout. L'important, c'est ce qu'ils ont déclenché pour raconter une histoire. Et donc, les voilà, réfugiés avec un ghetto et un génocide. Et plouf, on commence à voir des adhésions supplémentaires de plusieurs pays à l'idée qu'il faut reconnaître la Palestine comme un pays. Le truc a fonctionné. Alors, il fonctionne avec quelques pays, pas des dizaines de pays, parce qu'on avait déjà des convaincus. Mais c'est là que, pour dire c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, c'est difficile parce que beaucoup de gens racontent l'histoire d'Israël et du peuple juif en disant c'est ça qui a permis d'avoir Israël. Et ceux qui essayent de s'en extraire disent ah mais non, il y aurait eu Israël même s'il n'y avait pas eu la Shoah, exprès pour se sortir de ce piège mimétique. Okay? Mais Israël a aussi été créé. Vous avez 3 légitimités d'Israël, hein, je rappelle toujours, le livre, bien sûr, la terre promise, vous avez la résolution des Nations Unies, et vous avez la Shoah qui permet de faire passer du foyer national juif à l'État d'Israël par le droit moral. Un auteur comme Abba Yehoshua vous dit, c'est ça, c'est la Shoah qui fait passer vraiment du foyer national à l'État d'Israël. Donc, c'est exactement pour ça que les Palestiniens essayent de refaire le même chemin, plus court, forcément moins fort, 6 millions de Palestiniens, etc. Morts. Voilà, donc ça c'est juste là où on en est. Et vous voyez comment le système international évolue. Et évidemment, à quelques-uns, nous avons été à la manœuvre pour faire en sorte que la France ne tombe pas dans ce traquenard-là, dont cette idée que le président, même exaspéré par Netanyahou et réellement exaspéré par ce qui se passe à Gaza, puisse dire on ne va pas le reconnaître, l'État palestinien, parce qu'on ne reconnaît pas un État sous le coup de l'émotion. Parce que nous avions, quelques-uns, dit évidemment, c'est une affaire géopolitique, ce n'est pas une affaire émotionnelle. Et puis, il a dit un jour ça existera, on verra bien à ce moment-là, on reporte la chose. Bon. Mais sous une pression que vous voyez extrêmement forte. Alors pourquoi la pression est très forte? Parce qu'en fait, la figure du Palestinien a changé dans le monde dans les 10-15 dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Palestinien, il était positionné comme se battant pour son État, ou la fin de la colonisation, ou la fin de l'occupation, au Proche-Orient. Mais aujourd'hui, le Palestinien représente bien plus que ça dans le monde. Il est devenu une figure emblématique et générique de la lutte contre l'occidentalisation du monde, ou la globalisation vécue comme une américanisation du monde. Ça devient un problème quasi civilisationnel. À une époque que certains d'entre nous ont connue, les jeunes avaient tendance à porter un t-shirt à l'effigie de Che Guevara. Bon. Et ils attaquaient l'Amérique par rapport à la guerre du Vietnam, mais même plus globalement par rapport à ce que représentait l'Amérique dans le monde. Aujourd'hui, vu la tête de Mahmoud Abbas, pardon, mais il ne porte pas un t-shirt avec Mahmoud Abbas, mais il porte le drapeau palestinien et le kéfier. Qui du coup nous est sorti à toutes les sauces, ça va de la réforme des retraites jusqu'à un match de foot, pour dire, voilà, c'est la protestation générique. Et ça, c'est très dangereux pour Israël, mais pour l'Occident en général. Pourquoi? Parce que ça induit un changement de valeur. Nous sommes, pour beaucoup, d'une génération pour laquelle le mal absolu était la Shoah et la guerre de mars, la Deuxième Guerre mondiale, mais d'abord la Shoah. Et maintenant, ça n'est plus ça. Le mal absolu, c'est le colonialisme. Et si le mal absolu, c'est le colonialisme, l'Occident est en mauvais état pour se battre. Parce qu'il y a quand même un sacré contentieux, il faut admettre. Donc, là, nous voilà piégés. La guerre au Proche-Orient devient symptomatique de quelque chose qui est beaucoup plus civilisationnel aujourd'hui, c'est-à-dire
savoir si l'Occident, y compris surtout l'Europe, va continuer à écrire l'histoire du monde ou si ça n'est plus nous. Et donc la bataille, aujourd'hui, on peut la mettre au-delà de ce qui se passe au Proche-Orient même, on peut la mettre à un niveau civilisationnel supérieur. Dans ce cas-là, le soutien de beaucoup de personnes à Israël se fait de façon assez affirmée parfois, mais dès qu'on redescend dans le Proche-Orient, il ne se fait pas parce que les gens n'aiment pas ce que fait Israël à Gaza aujourd'hui. Donc il y a une espèce de tiraillement comme ça. Hein. Est-ce qu'on prend le niveau global et la civilisation ou est-ce qu'on prend le niveau local? Tout le monde joue sur les deux. Mais en tout cas, au bout du compte, il faut sortir de cette tenaille dans laquelle les Palestiniens représentent de façon globale une figure emblématique de résistance à l'Occident. Et donc, favorise, j'allais dire, le camp adverse, si on met des camps. Avec deux types de camps. Soit ce qu'on appelle, qui n'est pas juste, mais bon, le Sud global, hein, le premier type de camp d'opposition à l'Occident, soit, évidemment, l'islamisme au sens radical, violent, djihadiste, etc. Dans cette perspective, je vais m'arrêter là parce qu'il vaut mieux qu'on passe aux questions, dans cette perspective, ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, après les attentats en France, après toutes les guerres que l'on observe aujourd'hui, y compris Russie-Ukraine, etc., il faut, pour chacun d'entre nous, et c'est le privilège du chef aussi de le dire, désigner qui est l'ennemi. Qui est l'ennemi, au moins qui est l'ennemi principal. Pour moi, à titre personnel, c'est le djihadisme radical, violent, qui est capable de faire ce qui a été fait à Gaza et qui, lentement, à mon avis, gangrène absolument toutes les sociétés occidentales. D'autres peuvent dire, non, ce n'est pas l'ennemi principal. L'ennemi principal, par exemple, c'est la Russie, si jamais elle bat l'Ukraine. On peut avoir des vues géopolitiques différentes. Mais pour moi, je considère que, et surtout pour la société française, l'ennemi, c'est d'abord le djihadisme radical, islamiste, etc. Et violent, tout ce que vous voulez. À partir de là, et je termine avec ça, dans le choix qui se pose, actuellement de façon théorique aux Juifs et un peu plus dans quelques temps, surtout au deuxième tour. C'est le pour qui il faut voter. Moi, je veux dire, chacun va devoir réfléchir en son âme et conscience et en tant que républicain, en tant que citoyen, etc. Chacun vote comme il veut. Cela étant, qu'est-ce qu'on voit? Que la France s'est polarisée entre une extrême droite et une extrême gauche qui peuvent correspondre à deux cauchemars différents pour les Juifs. Je ne dirais pas la peste et le choléra, mais je ne suis pas loin de le penser. Donc, pour ce qui est de l'extrême gauche, c'est évidemment cet antisémitisme quasi débridé et cette haine d'Israël qui vient en deuxième dans leur programme. C'est hallucinant quand même de voir que des partis politiques, dans le cadre des élections législatives, peuvent mettre le Gaza, enfin les soutien au peuple palestinien, dont la haine d'Israël, en deuxième rang du programme. Donc, pour moi, c'est réglé, plié. Si d'autres, après, dans une défaillance morale plus ou moins forte, se rallient à cette approche, à gauche, c'est leur problème. Mais cela étant, on voit bien que ce n'est pas un bloc homogène. Et personnellement, si j'étais confronté, ce qui ne sera pas le cas là, à la possibilité de voter avec quelqu'un du centre, quand bien même il serait à gauche, je préférerais ça, si la personnalité est assez forte pour que je sois sûr qu'elle ne tombe jamais dans l'excès de LFI. Du côté de la droite, on a le même problème. D'un côté, nous avons un discours de Marine Le Pen et du RN absolument impeccable sur Israël. Rien à reprocher à cela. Ce qui d'ailleurs, par le passé, a souvent été le cas.
Parce que ce que le Front National aimait et le RN aime aujourd'hui, c'est le nationalisme israélien. C'est le fait que ce soit vraiment le pays qui se construit tout seul, sans ingérence extérieure, etc. Donc c'est ce nationalisme-là. Et évidemment, on est obligé de se poser la question, est-ce que je prends le pari que ce qu'ils disent de plutôt bien sur la communauté juive va pouvoir se prolonger dans le temps? C'est un sacré pari. C'est un pari vu l'historique de ce parti. Alors, on peut peut-être penser que Marine Le Pen a tué le père, de la même façon que on peut penser que Macron, passons du côté de sa mère, mais c'est un autre sujet. Donc, que Marine Le Pen s'est extrait de l'influence néfaste, après tout dans l'histoire, ça s'est déjà passé, mais c'est un sacré pari. Et qu'il y aura de toute façon des conséquences aussi en interne, parce qu'au nom d'une forme d'égalité, etc., on risque, au niveau du culte, d'avoir des problèmes. Regardez la cache-route, l'école, le machin, le truc. Donc, c'est pas du tout évident. Donc, on est, comme je disais, un peu à peste et le choléra, mais personnellement, je vois où est la vraie peste. Quant au choléra, je suis obligé de faire un pari dessus. Et ça ne m'arrange pas. Donc, je reste, quoi qu'il arrive, le plus centriste possible, c'est-à-dire, que ce soit d'ailleurs de droite ou de gauche, personnellement, et espérons que la troisième force centrale va réussir à émerger à travers le vote. On n'en sait rien. C'est pas complètement perdu, ça dépend de la campagne, et surtout, ça dépend dans chaque circonscription de qui est candidat et qui peut donner confiance aux uns et aux autres. C'est-à-dire que, à mon avis, l'erreur politique est d'avoir évidemment dissous l'Assemblée dans la foulée d'une victoire du RN aux européennes. Et donc, quand on dissout à ce moment-là, on amplifie le mouvement. C'est pour ça que je dis, à mon sens, il fallait plutôt le faire en septembre, le temps que ça retombe, pourrait-on dire, et qu'on passe les Jeux Olympiques avec succès. Mais là, le système a été polarisé extrême gauche et extrême droite, alors que dans les autres pays européens, il est polarisé entre un centre élargi, républicain, démocrate, européen, pourrait-on dire, et les populistes. Et dans un système comme ça, on n'aurait eu aucun mal, si je peux me mettre on pour nous tous. On aurait voté pour les gens normaux. Voilà. Mais là, on ne peut plus, parce que ça n'a pas été radicalisé républicain contre populiste, c'est radicalisé extrême gauche contre extrême droite. Alors après, il y aura la vigilance dans chaque circonscription, parce qu'en fonction des candidats, il faudra voter au mieux pour la suite. Je n'ai pas de crainte pour le premier tour, puisqu'il y aura du choix. J'ai de crainte pour ceux qui vont rester au deuxième tour. Alors après, je vois bien dans mes conversations dans la communauté que certains essayent de se rassurer. Oui, les Juifs habitent plutôt en milieu urbain. Dans les grandes villes, il y a moins cette polarisation extrême gauche, extrême droite. Voilà, on essaye de se rassurer. On verra bien le résultat de tout ça. Voilà, pardon, j'ai été un peu long, mais comme ça on peut passer aux questions.